Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour cette nouvelle saison de Fragile, je vous propose tout naturellement de partir à la découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Protégé par son identité multiple, naturiste et militaire, le Levant est aussi une réserve naturelle dotée d'un patrimoine exceptionnel. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de séjour en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Elles ont grandi entre le Levant et Porquerolles. Je suis heureuse d'accueillir Sylvette et Michel qui font le lien entre les deux îles et ouvrent cette nouvelle saison de Fragile Levant. Bonjour Sylvette et Michel, vous êtes sœurs. Votre famille vit sur l'île du Levant depuis 3 générations. Vos grands-parents paternels se sont rencontrés au Levant dans les années 1920. Votre grand-père Louis était pêcheur, il naviguait avec les ravitailleurs des phares et balises. Il rencontre Adrienne, votre grand-mère, alors gouvernante dans une famille au Levant. De leur union naissent 3 enfants, 2 filles et un garçon. Votre père Jacques, qui voit le jour en 1924 et rencontrera votre mère Denise après la guerre, en 1946, quand elle prendra ses fonctions en tant qu'institutrice sur l'île. Votre grand frère naît en 1948 et quelques mois plus tard, votre mère part enseigner à Porquerolles où elle exercera jusqu'en 1956. Vous voyez le jour respectivement en 52 et 53 avec, dites-vous Sylvette, un pied sur les 2 îles, votre père continuant de résider au Levant où il construit l'hôtel-restaurant La Réserve. Aujourd'hui, le Levant est devenu pour l'une et l'autre votre résidence secondaire puisque vous habitez Sylvette à Hyères, Michel sur une autre île, lointaine celle-ci, Saint-Barthélemy et en Uruguay. Avant que nous parlions de vos parcours respectifs, pour commencer, Sylvette et Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter comment Louis, votre grand-père, est arrivé ici et comment ils se sont rencontrés avec votre grand-mère ? Notre grand-père, il est arrivé ici à la rame parce qu'il était embauché marin-pêcheur avec des équipes du Lavandou. Sa famille était très pauvre, elle arrivait d'Italie et notre arrière-grand-père a participé à la construction des chemins de fer de Provence qui ont relié Nice à Marseille. Quand les 2 voies qui étaient construites à partir de Marseille ou de Nice se sont rencontrées, c'était à Sainte-Claire et c'est là que notre grand-père est né. Notre grand-mère venait de Marseille. Alors, on a très peu d'indices sur l'enfance et l'adolescence de notre grand-mère. La seule chose que l'on sache, c'est qu'elle a fait une école pour être jeune fille de bonne famille. Et à partir de là, comme elle était malheureuse dans sa famille, elle s'est faite embaucher. Et voilà, elle est arrivée dans une famille bourgeoise. Et sur une île, mais c'était l'île de Porquerolles, pardon de vous corriger. Ah, c'était l'île de Porquerolles. Ouais. Et donc notre grand-père, au hasard de ses pêches et surtout de ses haltes à Porquerolles, parce que c'est un port très abrité, il est tombé amoureux de notre grand-mère.
Donc déjà, Porquerolles fait partie de votre parcours, parce qu'on va voir que Porquerolles n'est pas une île neutre pour toutes les deux. Et alors, comment il s'installe au Levant ? Il y a une maison qui est au Port-Avis et qui devient disponible pour les ravitailleurs des phares et balises. Et voilà, il décide de s'abriter là. Ça, c'était avant que la famille Pelliasco arrive. Parce qu'après, vous avez déjà interviewé Alain Pelliasco qui vous a raconté le parcours. Donc, nos grands-parents ont laissé leur place au grand-père d'Alain. On est en quelle année à peu près ? Autour des années 20. Papa est arrivé sur l'île, il avait 12 jours. Ça veut dire qu'ils habitaient déjà le Levant au Port-Avis. Oui, parce qu'ils ont eu tous les deux donc 3 enfants, entre 1922 et 1930, 2 filles et un garçon. Votre père, dont vous venez de parler, Jacques, qui naît en 1924. Donc ils vivent à Port-Avis, qui est aujourd'hui un ancien port de l'île, qui est inaccessible puisqu'il fait... C'était le premier d'ailleurs. C'était le premier port de l'île, aujourd'hui situé en zone militaire, donc c'est devenu une zone inaccessible. Votre père et ses 2 sœurs sont allés à l'école sur l'île. Comment ça se passait ? Alors, il n'y avait pas d'école, mais il y avait beaucoup d'enfants à cause des employés du sémaphore et du phare. Et ces familles-là, elles avaient un précepteur. Et jusqu'en 1930, à peu près 32, c'était le précepteur, il accueillait les autres familles, les enfants des autres familles. Donc, ils ont fait une partie de leur scolarité avec le précepteur. Et puis, quand ce précepteur est parti, papa, il n'avait plus d'école. Et là, il est parti à l'école de Porquerolles chez sa tante. Oui, alors on va en parler. J'aimerais juste qu'on fasse une petite incise parce que ces dates coïncident aussi avec l'arrivée des d'Urville sur l'île du Levant. Rappelez aux auditeurs que le domaine naturiste d'Héliopolis s'est créé en 1931 par les frères André et Gaston d'Urville, qui sont médecins et initiateurs du naturisme en France. Le statut de l'île est très particulier puisqu'il s'agit d'un domaine privé ouvert au public géré par une association syndicale libre qui compte 235 propriétaires dont une centaine d'habitants vivent à l'année. Est-ce que vos grands-parents ont côtoyé ou croisé les d'Urville à votre connaissance ? Forcément. Et d'ailleurs, notre grand-père, comme il était en navigation, il a participé à l'arrivée des matériaux pour permettre de construire les premières maisons. Et puis, il a proposé à ses frères et sœurs aussi de venir habiter sur l'île et de construire avec lui. D'accord. De participer à la construction de l'île et du domaine. Et vous savez quel type, à l'époque, de personnes sont venues s'installer au Levant ? Est-ce que c'était une population cosmopolite ? C'était hétéroclite, mais c'était toujours des personnes... On était entre les 2 guerres et je pense que c'était des personnes qui avaient besoin de construire quelque chose. Parce que quand on regarde la famille Herry, qui est aussi une famille très ancienne de l'île, le monsieur Herry, il était essentiellement maçon. Dans les plus anciennes de l'entre-deux-guerres, ce sont les 2 symboles. Nos grands-parents et Madame et Monsieur Herry, c'était les plus anciens, je crois. Donc votre grand-père participe à la construction de ces cabanons. Quelle fonction exerçait-il Ouvrier, simple ouvrier. Ouvrier. Ah, il n'était pas du tout chef dominant. Non, il était au service d'eux. Et votre grand-mère, elle travaillait ou elle s'occupait peut-être de... Notre grand-mère, elle s'occupait de sa famille, elle s'occupait d'accueillir les touristes, elle s'occupait de la cuisine, elle s'occupait du linge, elle s'occupait des choses essentielles. Vous m'expliquez qu'en 1936, l'école s'arrête au Levant. Votre père part chez une de ses tantes à Porquerolles où il suit l'école. Il y reste jusqu'en 1942, un peu avant que l'île ne soit évacuée. Et il y part avec ses 2 autres sœurs ou seul à l'époque ? Alors, il y a la sœur aînée de papa, elle a quitté l'île parce qu'elle a rencontré un monsieur et elle est devenue parisienne. Et maman, très jeune. Et la plus jeune sœur de papa, elle est partie au Lavandou avec ma grand-mère et puis même les sœurs d'Alain Pelliasco d'ailleurs, parce qu'elle était de cet âge-là. Parce que votre père donc part seul à Porquerolles chez sa tante, il a une 12aine d'années à peu près, c'était pas trop... Enfin, peut-être, je sais pas si ça vous a été raconté, c'est pas toujours évident. Mais parce pour que papa, les parents... c'était pas compliqué.
C'était pas compliqué. Non, c'était pas compliqué parce que avec le bateau, les pêcheurs, etc., ils se sentaient toujours reliés. Et puis la tante de Porquerolles, elle n'avait pas eu d'enfant, donc elle l'a beaucoup choyé. Ils rentraient quand même de temps en temps. Oui, ils arrivaient à se voir grâce aux pêcheurs. Grâce aux pêcheurs. Il y avait quelques liaisons insulaires à cette époque. Oui. Alors, le Levant est évacué en 1943 comme Porquerolles et Porquerolles. Oui, occupé successivement par les Italiens puis les Allemands. Qu'est-ce qui se passe pendant la guerre? Vos grands-parents quittent l'île? Nos grands-parents, ils n'étaient plus sur l'île. Ils sont partis. Dès que la guerre a été déclarée, ils sont partis de l'île. Et ils sont partis où? Ils sont partis au Lavandou. Oui. Voilà. Parce que grand-père, qui était devenu patron pêcheur, étaient réquisitionnés pour le ravitaillement de la population. D'accord. Donc, ils sont partis au Lavandou tout de suite. Et ils ont travaillé au Lavandou pour aider tous ceux qui restaient sur place. Bien sûr. Voilà. Alors, quand reviennent-ils au Levant, du coup? Ils reviennent au Levant en 44-45. Et est-ce que vous savez la façon dont ils retrouvent cette île? Au début, nos grands-parents, ils sont sur la place du village, encore, avec les frères et sœurs de mon grand-père. Oui. Et ils sont tous à construire, vraiment. Voilà, c'était dans l'esprit naturiste, des trucs très simples. Et ils sont là pour accueillir aussi, parce que le lotissement, il s'est vendu presque par correspondance, c'est-à-dire grâce à la revue des naturistes, et on proposait le plan de l'île, et puis chacun avait acheté son lot. Et ils ont vu débarquer des personnes en disant « Je suis propriétaire du lot numéro machin », parce qu'entre-temps, il y avait eu la guerre, ils n'avaient pas pu venir. Alors ils arrivaient et puis montraient leur titre de propriété. Ils ont réussi à faire les parcelles et puis placer les personnes au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Il y en a beaucoup qui campaient au début sur leur lot. Bien sûr, oui, il fallait le temps que tout ça se construise. Après, les maisons ont durci. Enfin, les tentes ont durci. À cette époque, vos grands-parents, votre grand-père continue à aider à l'installation, à la maçonnerie, à la construction de ces cabanons. Oui. Et il pêche aussi. Et votre père à l'époque, parce que... Alors, papa, il est jeune homme. Oui, il est jeune homme. Il revient sur l'île en mai 45. Oui, chez sa tante aux Arbousiers, le premier, entre guillemets, hôtel-restaurant. Voilà, il se met à travailler en cuisine avec sa tante, mais il construit aussi plein de choses, il participe à tout. Mais il n'y a pas encore le débarcadère de l'Egade, hein. Tout le monde arrive par Port-Avis. Tout le monde arrive encore par Port-Avis. Ça va s'installer, de débarquer à l'Egade. C'est pas encore définitif. Alors, votre maman, Hieroise, arrive au Levant en octobre 45 pour enseigner. C'est la première fois qu'elle se rend au Levant. Elle a 19 ans. Et c'est aussi la première fois, vous a-t-elle dit, qu'elle verra son père prendre un jour de congé pour l'accompagner. Est-ce qu'elle vous a raconté sa découverte du Levant, ses premières impressions ? Est-ce que vous savez si elle s'y est sentie bien en arrivant ? Oui, tout de suite. Maman, elle était très heureuse. Quand elle a débarqué, elle était très heureuse. Elle était affirmée dans une indépendance de vie, de besoin de gagner sa vie. D'émancipation. Oui, voilà. Donc là, elle est arrivée, c'était formidable pour elle. Elle allait avoir un travail à l'année. C'était une carrière qui allait commencer. Donc, pour elle, ça a été formidable. Bon, elle n'a pas tout mesuré le premier jour, mais elle est arrivée sur l'île enthousiaste. Il se rencontre avec Jacques, votre père, en mai 1946, au cours d'un bal, c'est ça ? Oui. Ils se marient en avril 1947. Un premier enfant né de leur mariage, votre grand frère Jean-Louis, début 48, et pendant son congé maternité, c'est Janine Chapelier, devenue Janine Sémulaire, quelques années plus tard, que j'ai reçue également dans le podcast, qui la remplace. Janine d'ailleurs avec qui elles sont restées proches.
Une autre institutrice avec plus d'ancienneté prend la suite de Denise au Levant. Denise part alors enseigner à Port-Cros en 1948. La situation ne devait pas être simple avec un jeune enfant de quelques mois, d'autant que la situation va durer ainsi jusqu'en 1956-57. Dans cet intervalle, Sylvette et Michel, vous voyez le jour en 52-53. Alors on a envie de vous demander comment s'organisaient vos parents alors que votre père était resté au Levant. Est-ce que vous vous retrouviez le week-end ou est-ce que vous sentez que vous avez grandi à Port-Cros ou au Levant? On a grandi pareillement des deux côtés. Je ne peux pas vous dire où est-ce que j'ai vraiment grandi. J'ai grandi pareillement des deux côtés, mais dans des circonstances différentes. Bon, pour se retrouver, souvent c'était papa qui venait à Port-Cros avec ses bateaux de pêche. L'hiver, il restait quasi avec nous à Port-Cros parce que il ramandait ses filets, il teignait les filets avec les pêcheurs de Port-Cros, etc. Mais il venait aussi quand même, quand le temps le permettait, voir ses parents qui restaient sur l'île à l'année. Et puis, après, dès qu'on avait un peu des loisirs, et si papa travaillait au restaurant, et que maman avait des vacances, c'était à la réserve qu'on se retrouvait. Et vous, Michel, est-ce que vous avez des souvenirs de votre petite enfance à Port-Cros et au Levant? Comment c'était de grandir sur ces îles? Comment c'était? Je m'en souviens pas vraiment, mais je le ressens à l'intérieur. Je sais que c'était à la fois magique, à la fois cette peur de maman de l'eau. C'est drôle parce que ça revient comme ça dans la conversation, qu'elle ne voulait pas qu'on aille au bord, qu'on tombe à l'eau. Et moi, je sais que je voulais toujours partir dans l'eau, je voulais toujours m'échapper. Et voilà, je suis celle de la famille qui s'est échappée de ces îles. Et pourtant, on y revient toujours. Voilà. Mais j'étais trop petite, j'ai pas de souvenirs. Oui, vous aviez 3-4 ans maximum. Voilà. J'ai des images comme ça qui me traversent et je les ressens vraiment dans mon corps, mais voilà, c'est tout. Ouais. Et du coup, vous ne sauriez pas dire si vous êtes plus du Levant ou de Port-Cros? Non, comme Sylvette. Jamais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi les îles, elles sont confondues sur l'horizon, là, quand je m'en éloigne et quand je prends un peu de recul, c'est ça, ce sont mes îles, là je suis en paix quand elles sont confondues sur l'horizon. C'est magnifique cette Il n'y a plus qu'une seule île. Est-ce que vous êtes allé à l'école à Port-Cros ou pas? Alors, nous n'y sommes pas allés, ni Sylvette ni moi, nous étions trop petites. Oui. Maman nous donnait à garder à la fille d'un pêcheur, ou la nièce du pêcheur. Hein. Puis bon, comme elle pouvait, quoi. Mm-hmm. Je suppose que parfois, on était dans sa classe, on nous disait certainement, taisez-vous, restez au fond. Soyez discrète. Voilà. Mais on n'en a pas trop le souvenir. Hein. Non. Même Sylvette, qui a un peu plus, qui a 16 mois de plus que moi, mais non. Votre père, resté au Levant, construit pendant ce temps l'hôtel-restaurant La Réserve, qui est devenu aujourd'hui l'UCPA, qui ouvrait du 1er avril au 1er octobre. C'était pas trop dur pour lui de vivre loin de sa famille? Peut-être c'était plus dur pour maman oui. Que pour papa. Papa, il était dans l'action, oui. Et papa aimait le silence. Et certainement, c'était moins dur pour lui. Toutefois, il ne l'a pas évoqué. Il était connu sur l'île pour sa bouillabaisse. Vous racontez, Michel, dans une nouvelle intitulée L'apéro, le plaisir enfant de mettre la main à la pâte au restaurant pour aider votre père et observer le service qui se réalisait en famille. Je vais lire un petit extrait d'un de vos textes, puisque vous écrivez. Je dois faire une parenthèse et avouer quand même que ce que je faisais le mieux, avec une intensité particulière, était de regarder faire papa. Je dois le dire, j'étais fascinée par sa façon de hacher, de couper, de pétrir et même de dresser les plats, saupoudrant de quelques brins de persil, au dernier moment, la niçoise pour la table 6, le sard grillé pour la 11, le tourne-dos saignant pour Monsieur X, on en voit. Maman ou l'une de mes tantes attrapait le plat et allait vivement et souriante jusqu'à la table. Grand-mère supervisait. Je la trouvais un peu sévère parfois et faisait les additions de sa belle écriture. Ça reste des souvenirs émouvants pour ça, vous. Oui, ça oui. Oui, c'est vrai, c'est dit. J'étais fascinée. Je regardais tout ça, j'étais fascinée et ça nous a façonnés. Oui, parce que je crois que vous êtes férus de cuisine. Nous aimons beaucoup la cuisine. Merci papa, merci grand-mère. Et nous aimons beaucoup recevoir, et ça c'est dans nos gènes.
En 1956, votre mère ne rentre pas au Levant. Elle part enseigner à Hyères. Vous allez à l'école à Hyères et rentrez au Levant le week-end, ou plus exactement le jeudi et ou le dimanche, qui étaient les 2 jours fériés. Vous racontez même qu'au beau jour, votre père venait vous chercher en pointu au Lavandou le samedi soir et vous ramenait le dimanche. Et là, j'ai encore envie de lire un petit extrait d'un texte qui est intitulé « Un matin de pêche ». Dans lequel vous écrivez, Michel, « J'étais une petite fille qui aimait rêver, qui aimait la mer et les îles. Je vivais sur le continent, comme on disait alors, pour des raisons de scolarité, pour les enfants et aussi de travail pour maman. Papa travaillait à Lille. Il pêchait, il cuisinait, il construisait, il réparait. Maman faisait l'école. » Tout ça entre guillemets, bien sûr. Partir à Héliopolis, ça voulait dire l'école est finie, ça voulait dire retrouver les cousins-cousines, ça voulait dire l'insouciance, les plongeons, les pieds écorchés, les arbousses juteuses, les cabanes, les rires, le mistral fou sur le visage, les épines d'oursin à retirer, les coups de soleil à éviter, les concours de pêche à la ligne ou de château de sable. Partir à Héliopolis, nous devions y aller en bateau. Chaque fois, c'était un long rêve, couvrait l'étrave du Pamplonne ou du Corsaire, les noms des bateaux qui assuraient alors la ligne du continent vers les îles depuis le port d'Hyères ou du Lavandou. On s'y préparait dès les vacances de Pâques, ensuite toutes les fins de semaine, et enfin pour y passer tout l'été. C'était justement en été que je ressentais totalement la liberté, quand tous les adultes travaillaient au restaurant, même si une sieste était imposée pendant les heures de grosse chaleur. Nous n'en faisions qu'à notre tête, l'île était un terrain de jeu illimité. J'ai envie de vous demander quel souvenir marquant vous gardez de cette époque ? La liberté. La liberté, c'est vrai, le regard des parents qui était quand même sévère et qui était inquiet pour nous, mais qui n'avaient pas tellement le choix que de nous laisser en toute liberté et de nous faire confiance. Mais il y avait toujours des grands cousins ou des grands amis. En fait, ils s'arrangeaient toujours pour veiller sur nous, quoi. Voilà. Mais bon, ce sentiment de liberté, c'est extraordinaire de l'avoir senti, de le ressenti comme ça. Ouais. Pierre Buffet, dans L'Esprit de l'île, écrit « Pour nous, la Terre se limitait à Port-Cros. Le continent, c'était le zoo humain et Port-Cros, c'était la vraie vie. » Pensez-vous que grandir à Port-Cros et au Levant ait pu influencer votre rapport au monde et aux autres, et si oui, dans quel sens ? Totalement, mais dans quel sens ? Cette ouverture quand même, de laisser venir et de repartir. En fait, si on avait été habitante à plein temps, de vrais insulaires, parce qu'on est des insulaires... un peu intermittente, oui, c'est le mot, intermittente. À la fois, nous partions, nous revenions. Ça facilitait certainement dans notre comportement après cette ouverture que peut-être un insulaire n'a pas forcément, parce que l'insulaire est méfiant quand même. Alors, pour moi, je trouve que l'île, elle est tellement dans mon cœur que même ailleurs, j'ai cherché à la construire, à la reconstruire. Et quand je suis partie loin de Hyères, etc., mais, le moindre détail, même quand j'étudiais à Paris, le moindre détail qui pouvait me rattacher à la nature, voir passer la lune entre 2 immeubles, retrouver une étoile, me trouver en bord de Seine parce que c'était l'eau, etc. Et donc j'ai emporté l'île dans mon cœur, et puis où que j'aille, je cherche une île. Oui, mais merci, parce qu'en fait vous avez devancé ma question, parce que vous êtes devenu ensuite pédicure-podologue, vous quittez la région pour Paris, où vous dites que vous créez une insularité parisienne. Et je vous demandais justement qu'est-ce que vous vouliez dire par là. Et c'est donc ça, c'est retrouver les îles ailleurs. C'est ça. Elle est tellement ancrée dans mon corps que, où que j'aille, je peux créer une île. C'est un super pouvoir. Vous, Michel, vous suivez des études on va partir maintenant sur vos parcours, mais vous suivez des études de gestion hôtelière après le bac, puis vous partez 2 ans en voyage en Angleterre et en Allemagne pour parfaire les langues, puis vous exercez au manoir en tant qu'assistante de Pierre Buffet entre 79, 78 et 86. Oui. Quels souvenirs vous gardez de cette période ? Magique.
magique, un peu romanesque, romantique, qui correspondait tout à fait à mon tempérament un petit peu rêveur, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, j'étais une grande amoureuse à la fois de la nature et de l'amour en général. Voilà, c'est ça, c'est le bon. Porquerolles, c'est une bonne île pour et ça. Porquerolles, et puis c'était à la fois me démarquer du Levant, en fait, et retourner. J'ai quand même ressenti ça très fort. Je retournais à moi quelque part, et ça me complétait. Je dirais que le Levant et Porquerolles, c'est un peu comme les deux facettes de ma personnalité, peut-être. Voilà. Alors, travailler aux côtés de Pierre Buffet, comment c'était? Qu'est-ce qui vous a appris, Pierre? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pierre c'était pas un patron, c'était le propriétaire. Beaucoup de paternalisme dans sa façon d'agir. Et une autorité tellement naturelle que, voilà, c'était jamais contesté et c'était fluide. De toute façon, j'aimais mon travail et on était sur la même longueur d'onde. Voilà, tout est dit, quoi. Ouais. Comment vous qualifieriez l'établissement du manoir à quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet endroit? Bonne question. Comment le qualifier? Je dirais venez voir, en fait. Écoutez, regardez. Sylvette, pour compléter. Un lieu unique, hors du temps, hors de tout, où l'on est bien. Je crois que c'est assez bien résumé. Vous choisissez pendant ces années entre 79 et 86 Porquerolles, en quelque sorte. Vous auriez pu peut-être trouver un établissement au Levant. Pourquoi vous avez choisi Porquerolles, Michel? Parce que Pierre Buffet avait dit à mon père qu'il cherche quelqu'un, parce que j'avais certainement au fond de moi l'envie de me démarquer de l'île du Levant. Bon, l'établissement, il y a eu l'établissement de nos parents, donc la réserve que j'avais pris en gérance un été avant Porquerolles, pour des raisons familiales. J'ai un peu horreur du conflit, tout le monde le sait. Donc j'ai préféré voler de mes propres ailes et peut-être me compléter. Justement, j'ai peut-être recherché, on attire ce qu'on cherche. Voilà. Et je crois que j'avais vraiment besoin de Porquerolles et j'ai vraiment aimé Porquerolles. Et pourtant, il n'y avait pas cette liberté qu'on a au Levant. Il n'y a pas la même liberté. C'est plus pudique, c'est plus sombre Porquerolles, c'est encore, regardez, sauvage aussi, peut-être. Plus sauvage encore. Ici aussi c'est sauvage, mais vous avez vu les corniches, tout est ouvert vers l'extérieur, quoi. Et tandis qu'à Porquerolles, non, on n'est pas là à regarder la vue à l'infini. Et la vue, c'est la baie. Et la baie, elle est fermée par bagots. Donc c'est vraiment autre chose. C'est comme le soleil et la lune, quoi. Les deux facettes, on y revient, mais qui se complètent toujours. Vous rencontrez un marin au long cours à Porquerolles. À Porquerolles, évidemment. C'est ce qui vous fait quitter l'île. Oui. Vous décidez de traverser l'Atlantique. Oui. Et c'est ce qui vous emmène vers... Il n'y a que l'amour qui pourrait faire quitter Porquerolles. Je n'envisageais pas de quitter Porquerolles pour tout l'or du monde, mais pour l'amour, bien sûr. Bien sûr. Et alors, l'aventure aussi. Donc c'est là où vous partez à Saint-Barthélemy, c'est ça? Oui, enfin, d'abord on partait autour du monde, sans destination, et puis arrivé à Saint-Barthélemy, il a fallu, entre autres, on a choisi Saint-Barthélemy parce que c'est très beau, et non pas pour les impôts à l'époque. Et voilà, il fallait travailler, on s'est mis à travailler, et puis après la vie a voulu qu'on y reste, quoi. Voilà. Ouais. Alors Paris pour Sylvette, Saint-Barth pour vous, Michel. Quitter les îles, quitter vos îles, ça vous a pas trop coûté? La rupture de cadre, de rythme, elle n'a pas été trop éprouvante pour vous? Non, parce qu'on est jeune et on est dans notre vie, on est on largue la mare et puis un bateau. J'étais sur un voilier c'est une île à elle toute seule. Après, on est dans l'amour et tout. Et puis, je suis allée sur des îles, quand même. Moi, c'était pas un problème parce que finalement,
Que je sois à Paris ou je prenais le train, je revenais ici, je pouvais passer... Enfin, j'ai vécu luxueusement puisque nos parents habitant là toute l'année, j'avais une résidence secondaire insulaire. Alors, vous reveniez régulièrement? Oui. Je revenais régulièrement, très régulièrement. Très régulièrement, oui. Donc vous l'avez jamais vraiment complètement quitté. Voilà. Une fois retraités, vos parents se sont finalement installés pour de bon sur l'île du Levant jusqu'à leurs 75 ans. Ils ont vécu 25 ans tous les deux sur l'île. Finalement, c'était une première pour votre maman de vivre au Levant sur une si longue période et pour vos parents de vivre au même endroit, si j'ai bien compris. C'était la première fois qu'ils vivaient si longtemps ensemble au même endroit au Levant. Sous le même toit. Comment ils ont vécu ces années-là? Je pense qu'ils ont été très heureux. Très, très heureux. Papa, il avait son petit bateau. Il allait faire... il était retraité. Il allait faire ses petites pêches. L'été, dans cette maison où on vous accueille aujourd'hui, qui est notre maison familiale maintenant, il faisait sa petite partie de pétanque, ses parties de pêche, sa sieste. Il était dans un rythme... Voilà, il a beaucoup donné, il a beaucoup construit. Après, il a vécu une vie de vrai retraité, tranquille. Il a été adjoint spécial Oui, il a été adjoint. 27 ans, il a été adjoint. Et ça a été de tout repos d'être adjoint spécial? Non. Parce que là, on dirait qu'il a vécu une retraite paisible. Mais je crois que c'est pas une mission facile d'être adjoint spécial. C'est pas facile. Et puis, il était au conseil syndical aussi. Donc, il a participé quand même à la construction. Il avait un sens de l'humain et du partage. Et puis, il avait une vision sur l'avenir, sur le devenir. Bon, c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour qu'on ait un port qu'on attend encore, mais il a œuvré pour qu'on ait l'électricité, que le câble électrique arrive en 1989. Oui, donc tardivement. Tardivement, il n'était plus adjoint à ce moment-là. Mais il a construit le dossier quand même, il a beaucoup réfléchi. Il a participé à l'élargissement de nos corniches, à la création des sentiers du bord de mer, au béton aussi des chemins qui descendent aux grands axes, parce que à chaque pluie, la route, elle était démolie. Parce que ces axes devenaient des torrents. Bien sûr, et puis pour ceux qui ne connaissent pas l'île du Levant, c'est quand même une île très pentue. En 800 mètres, vous avez 80 mètres de dénivelé. Oui, ce qui est quand même pas neutre. Ça fait une belle pente. On les sent très vite dans les jambes. Voilà, et donc c'était un monsieur qui avait la vision toujours de construire quelque chose pour accueillir, pour partager, pour le bien-être. Vraiment, je pense qu'il a laissé une empreinte forte sur l'île. Parce qu'il était élu ou désigné par... Alors, quelquefois, il a participé à la liste municipale. Souvent, il a été choisi par le maire une fois élu. D'accord. Parce que les maires élus, ils ne connaissaient pas les îles. Et donc, certains envoyaient des éminences grises et puis qui faisaient un petit sondage et c'était le nom de papa qui ressortait, quelle que soit la couleur politique. Voilà. Il y avait un consensus. Aujourd'hui, votre maman vit à Hyères. Est-ce qu'elle revient de temps en temps sur l'île ou pas du tout? Depuis qu'on a fêté ses 90 ans, elle n'a plus assez de force dans les jambes. Je comprends. Mais je pense qu'elle a encore de très belles jambes. Et souvent, elle dit, ça, c'est les chemins du Levant qui les ont formés. Oh oui, parce qu'elle a souvent traversé, quand on était enfant, pour faire gagner du temps à papa, elle n'hésitait pas, avec notre nounou, de traverser Port-Cros jusqu'à Portmans. Ah oui. Et voilà. Un sur les épaules, l'autre attiré par la main, le troisième qui trottait devant. Et est-ce que vous savez si l'île lui manque? Est-ce qu'elle en parle de temps en temps? Enfin, les îles Non, c'est une femme qui est dans l'action. Quand elle a été ici, ce qu'elle a vécu, c'était beau. Oui.
L'autre jour, elle me racontait avec papa et 3 planches de bois, ils s'étaient fabriqué un petit canoë pirogue et puis ils partaient tous les deux flirter aux grottes. Elle m'avait raconté ça, c'était donc le premier été, là, quand ils se sont connus. Mais maintenant, non, elle n'a pas la nostalgie de l'île, elle n'a plus envie. Bon, et puis elle a perdu papa, elle a perdu mon frère. Oui, oui. Bien sûr, non mais je comprends complètement. Si vous deviez décrire la géographie des lieux en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, qu'est-ce que vous lui diriez, peut-être en lui parlant de sa géographie, de ses habitations, sa structure, son statut, son esprit? Qu'est-ce que vous diriez en quelques mots? Le Levant, c'est comme on le voit du large. C'est-à-dire cette espèce de bout de colline, enfin ce morceau de bout de colline avec toutes ces maisons qui ont leurs fenêtres ouvertes sur l'horizon. Et puis après, avec de bons mollets, une bonne paire de chaussures ou pieds nus si on le supporte, eh bien on arpente à travers les propriétés, mais c'est un grand jardin. C'est un grand jardin. Qui n'est pas entièrement ouvert quand même. Vous oubliez de nous préciser ça. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand on s'arrête comme ça, qu'on regarde une plante dans un jardin qui a poussé, etc., en général, les propriétaires sont très sensibles et ils vous disent « Ah, vous avez remarqué ça, mais venez voir chez moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous voulez une bouture ?» Et ça... L'île, les plantes de l'île, elles se sont réparties d'une propriété à l'autre de cette façon. Voilà, chacun a apporté sa petite graine et puis après, ils l'ont diffusée. Oui, mais la végétation, c'est intéressant que vous précisiez parce que par rapport à Porquerolles, qui paraît très sauvage, on a l'impression de cette forêt très dense quand on arrive, Porquerolles avec un paysage beaucoup plus divers, ses plaines, ses vignobles... Pour le coup, au Levant, ce qui frappe quand on arrive en tout cas la première fois, c'est cette végétation luxuriante. Il y a une attention particulière quand même. Oui, mais d'une part, on est sur le versant qui est le plus exposé au vent, donc la végétation, elle ne peut pas monter. Vous regardez, tous nos arbres, ils sont couchés parallèles à la pente. Enfin, que ce soit les tamaris, que ce soit certains cyprès, etc., ils ont pris la forme de l'île. Le phénomène de l'anémorphisme, il existe bien là, très fort. Et puis, chaque propriétaire, ayant son petit jardin, a fait une petite restanque et a gardé un petit bout de terre et y a planté des tomates, y a planté un abricotier, un figuier. Bon, ils ont cherché aussi à se faire de l'ombre. Et voilà. Et puis, ils sont devenus... quasi tous les propriétaires, ils ont été un peu jardiniers. Et ils cherchent à l'être. Tout en respectant leurs arbousiers, leurs chênes kermès, les chênes verts, les olivastres, et qui deviennent leur zone d'ombre. Mais en dessous, ils profitent pour faire pousser quelque chose quand même. Après, l'exubérance de nos fleurs, etc., elle le trouve à boire et à manger parce qu'on n'a pas de tout à l'égout. Ah, les fosses septiques, c'est la clé. Voilà, il y a des petites infiltrations, des débordements qui font que les plantes, elles sont très contentes. Quand je disais tout à l'heure que c'était pas un jardin totalement ouvert, je faisais aussi référence au fait que l'île soit quand même à 90-95% militaire. Ah oui. Oui, mais là, bon, on oublie qu'ils sont là. On est tellement heureux chez nous qu'on oublie qu'ils sont là. Bon, j'aurai quelques petites questions ensuite. Quand vous êtes ici, sur l'île, maintenant c'est devenu pour toutes les deux un lieu plutôt de résidence secondaire. À quoi ressemblent vos journées? Une journée type pour vous sur l'île, Sylvette? Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas, elle ne se ressemble pas? Non, aucune. C'est selon le vent, selon le temps, selon qui j'ai envie de rencontrer, si j'ai envie d'être seule. J'ai pas de schéma. C'est juste, je me mets en état on va dire, d'abord de contemplation. Où là, je me ressource. Il me faut à peu près 24 heures pour commencer à passer à l'action. Ah. Un petit temps d'imprégnation, c'est oui, ça? Oui, il faut que je retrouve
Une connexion au Il territoire. faut que je retrouve l'île, tout, que je ressente. Alors, bon, je peux avoir envie d'aller me promener, de me baigner, mais j'ai pas de rythme. Oui. Voilà. Ou alors, je vais jardiner. C'est pareil pour vous, Michel? Quand on revient, ça dépend du temps, effectivement, du temps et des rencontres. Et j'avoue que j'aime trouver un moment de solitude, j'en ai besoin. Donc de me retrouver seule sur le chemin, de me faire 2-3 corniches comme ça, de m'élever pour me réimprégner. Alors Porquerolles, c'est différent. C'est vrai que je débarque à Porquerolles d'abord, je respire, et puis là-bas, bon, on n'a pas la tâche, je vais dire, immobilière. Bien sûr. Là, c'est pareil. Par contre, j'ai besoin d'être toute seule sur l'île, de parler à personne. Voilà, c'est comme ça, quand je reviens. Pour la ressentir pleinement. Oui. Quelle est la saison que vous préférez vivre ici? Qu'importe, une journée d'hiver, c'est le bonheur de venir une journée d'hiver. C'est sûr que quand on travaillait, moi, ma période préférée, c'était le mois de mai, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes. Et moi, ce que j'adorais, effectivement, c'était du 15 septembre à la fin octobre, quoi. Quand il n'y avait plus de clients. Alors là, c'était ça. J'avais l'impression que l'île était à moi, et voilà, j'étais heureuse comme tout, quoi. Et vous, Sylvette? Toutes les saisons, j'ai Oui, entendu. Ouais. j'aime toutes les saisons. Mais j'ai beaucoup de plaisir à venir en hiver. C'est magique. Et puis, dans un petit creux de rocher, on peut trouver l'eau à 18 degrés. Alors, on va aussi pouvoir se baigner. C'est un luxe. C'est un luxe. Et on a cette... bon, voilà. Même s'il y a la tempête, on est venu ici... au point que la tempête était telle que le bateau n'est pas venu nous rechercher, il est venu nous chercher le lendemain. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va chercher les asperges, on ramasse la cousteline. Il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Mais j'ai beaucoup de plaisir à partager l'île en hiver. Vraiment. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je partageais l'île en été aussi avec des amis parce qu'il y avait un sens de la fête, etc. Et puis, bon, on pouvait être aussi noctambule. Maintenant, ça ne m'intéresse plus. Alors, je préfère venir à des périodes plus calmes pour être près de la nature. Oui, je comprends bien. Est-ce que vous avez un endroit que vous affectionnez tout particulièrement sur l'île? Oui, il y a un endroit que j'aime particulièrement. On y est passé tout à l'heure à pied, qui s'appelle le Pimpignon. Oui. En fait, c'est plutôt comme une berceuse parce qu'on y venait avec nos nounous ou nos cousins, etc., qui nous apprenaient des chansons d'ailleurs. et on venait regarder le coucher de soleil ou les feux d'artifice au moment du 14 juillet. On allait regarder les feux d'artifice de la côte, etc. Donc ça, c'est une image de bonheur total, d'enfance, d'insouciance. Relié à des bons souvenirs. Voilà. Ça, je pense aussi que du Pimpignon, il faut parler de la voûte céleste. On se met sur le rocher qui est encore tout chaud de la journée et on est juste calé face aux étoiles. Oui, ça fait rêver. Et comme on n'a pas la pollution des lumières du continent, on a des nuits extraordinaires. Est-ce que vous auriez en tête un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécue au Levant ou même à Porquerolles? Je peux vous dire que, par exemple, c'est lorsque j'ai fêté mes 30 ans dans la tour de Portman. Ah oui. Racontez-nous. Donc Michel a travaillé sur Porquerolles à ce moment-là. Et puis j'ai approché les gardes du parc et je leur ai demandé s'ils voulaient bien nous prêter le bâtiment pour organiser une fête entre les deux îles, puisque Portman, c'est essentiel. Du Levant, c'est la vue sur Porquerolles. Complètement. Voilà. Et là, j'ai réuni et mes amis du Levant et mes amis de Porquerolles. Ah, ça c'est une performance. Oui, ils ont été très nombreux. Ils se sont mêlés? Non, ils non. se sont pas mêlés. Ah. Les Porquerolliens sont restés sur le mur Porquerolles, enfin, plus à regarder Porquerolles, les Levantins, ils regardaient le Levant. C'était très drôle, mais c'était très sympathique, ils ne se connaissaient pas. Bien sûr. J'ai travaillé 2-3 jours quand même pour installer tout ça, parce que c'était brut de ruine ou presque. Enfin, c'était pas tout à fait en ruine, mais maintenant, aujourd'hui, ça a été bien restauré. À cette époque-là, c'était pas du tout habité.
D'ailleurs, les amis de Porquerolles, comme les amis de Levant, m'ont demandé, alors, rendez-vous à la Gabinière pour tes 40 ? Et vous, Michel, est-ce qu'il y a un souvenir ? Quand on était élus pour partir à la pêche avec grand-père, avec papa, c'était comme gagner au loto, quoi. On était l'élu. C'est des moments d'une grande poésie. Et on évoquait tout à l'heure quand même maman, comment elle était, papa, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je ne sais pas Sylvette, mais j'avais quand même conscience du labeur. Même si... De vos parents, vous voulez dire ? Oui, du du travail. On les voyait toujours travailler. Et bien sûr, nous, on riait, on s'amusait, mais c'était toujours le travail. Et c'est vrai que ces moments étaient particuliers. Après, Porquerolles, je dirais, c'est le jour d'hiver, donc c'était certainement janvier 79, où j'ai fait la traversée avec Pierre Buffet. Parce que mon père revenait du Levant et il s'est retrouvé sur le bateau, là, jusqu'au port d'Hyères, avec Pierre Buffet qui lui dit « Ah oui, moi je vais changer mon organisation, je vais prendre quelqu'un, etc. » Et le soir même, mon père m'avait dit écoute, tiens, pourquoi tu ne demanderais pas à Pierre Buffet si tu veux pour aller travailler là-bas ? Donc je l'ai appelé aussitôt, il m'a dit je vais au Levant, je vais à Porquerolles, peut-être le lendemain ou le surlendemain, je ne me rappelle pas, il y allait toujours, quoi, passer une journée d'hiver. Et donc je l'appelle, il me dit vous voulez venir avec moi, comme ça on en discutera. Et je suis partie avec lui, et je savais déjà, je l'avoue. Et cette journée est quand même marquante pour moi, de mon avenir, en fait, de toute ma vie. Hein. J'avais 25 ans, 26 ans, je ne sais plus, 25 ans. Et ça a été magique parce que c'était un jour d'hiver, on a mangé des côtelettes dans la cheminée, on s'est installé devant la cheminée dans le manoir, et voilà. Et puis il m'a présenté le manoir où je crois que j'avais jamais mis les pieds au manoir, quoi, à 25 ans. Et pour nous, le manoir ici, nous, gens du Levant, c'était le château un château, quoi, hein. Pour nous c'était un château, quoi. Incroyable. C'était l'inaccessible un petit peu. Et en fait voilà, je me suis retrouvée là-dedans et ça c'est un souvenir pour moi inoubliable. Et déterminant pour la suite, comme vous l'avez dit. Ouais. André et Gaston Durville résument l'esprit de l'île du Levant dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis en 1932. Héliopolis doit être, dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Héliopolis fêtait ses 90 ans il y a une dizaine de jours. D'ailleurs, il y a des festivités qui sont encore prévues cette année. Est-ce que cette vision a toujours cours aujourd'hui, selon vous ? Est-ce que cet esprit originel insufflé par les Durville, pour vous, a été conservé ? Ah, dans notre tête et dans notre cœur, certainement. Mais, j'entends un mais. Après, les maisons, justement, je vous dis, elles se sont civilisées. En ce moment, depuis l'an 2000, déjà l'électricité a apporté un changement. Mais on a gardé la pureté du paysage puisqu'on a enterré tous nos câbles électriques. On est privilégiés, hein, on n'a pas de fil. C'est vrai. Que ce soit l'électricité ou le téléphone, tout a été enterré à ce moment-là. Mais si les campeurs et les personnes qui venaient sur l'île étaient frugales, etc., même si elles réservaient un budget pour aller au restaurant et se retrouver au restaurant de la réserve, le soir, vous aviez des tablés de 12 et 15 parce que justement, on venait partager un moment de convivialité, parce qu'on on se connaissait sur la plage, etc. Et on avait des tablés immenses. Et sur l'île aussi, les gens sont des résidents. Même s'ils sont en vacances,
ils y viennent entre 8, 15 jours ou 3 semaines, quelquefois le mois entier aussi. Hein. Donc, c'est une atmosphère qui crée des familles. Oui. Je me souviens, quand j'étais au restaurant, il y a des moments où je me mettais à la fenêtre et puis je voyais le bateau d'un monsieur qui arrivait et je disais « Ah, c'est le mois d'août !» Et donc l'esprit... Oui, l'esprit tel que les Durville l'ont exprimé à la création. Bon. Qu'est-ce qui aurait évolué selon vous ? La construction des piscines. La construction des piscines. Plus de 40 piscines sur l'île. Pour vous, c'est pas possible. Ben non, c'est trop, quoi. Oui. C'est trop. Oui, avoir la mer si proche et faire des piscines. Michel, vous avez... Par rapport à cet esprit de l'île. J'ai l'impression qu'avant, c'était plus naturiste que nudiste. Bon, il y a toujours, bien sûr, c'est toujours un peu le culte du corps heureux dans la nature, mais voilà, c'est ça qu'on peut un peu déplorer maintenant. C'est vrai que c'est peut-être une tristesse. Alors peut-être c'est parce qu'on n'est plus, parce qu'on a vieilli, nos corps ont vieilli aussi. Peut-être parce qu'on se sent moins dans la course. Toujours est-il que j'ai l'impression, parce que c'est qu'une impression, puisque je ne viens pas assez ici pour en juger, qu'il y a moins cet esprit nature. Voilà. Il y a plus de nudisme que de nature, voilà, de cet esprit d'origine. Alors, vous faites la parfaite transition, Michel, sur ma question suivante. S'agissant du naturisme au Levant, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'île, chacun fait le choix d'être ou de ne pas être nu sur l'île, à l'exception de la plage et du sentier du littoral où la nudité est obligatoire. Enfin, Deux règles, exactement, puisque j'ai pu expérimenter, même si je ne sais pas si je dois le dire au micro, la possibilité d'arpenter le chemin en textile. Elle est libre sur les chemins et corniches et interdite sur la place du village et dans les magasins et sur le port. Est-ce que vous pourriez justement expliquer l'esprit naturiste du Levant et ce qui le distingue du nudisme ? Est-ce que vous voyez une différence entre naturisme et nudité ? Ben oui, complètement. Oui, alors. Naturisme, c'est vivre avec la nature. Et donc, le corps, c'est la nature. Hein. Se sentir nu dans l'eau, c'est une sensation extraordinaire. Et être nu, simplement nudisme, c'est montrer la nudité. Il y a quelque chose de plus cru. Être naturiste, c'est être tolérant, d'abord. Et si on veut amener les personnes à la nudité, à l'acceptation d'eux-mêmes, il faut les aider à oublier le regard des autres. Au Levant, on a ce privilège. Personne ne regarde personne. Parce qu'on est tous, finalement, on arrivera à être tous pareils, puisqu'on se retrouve nus dans l'eau, comme quand on était bébé. Et on est tous égaux. Et là, il y a de la tolérance. Mais après, si on recherche à exhiber sa montre, certaines choses, non, voilà. Le naturisme, ça doit être naturel et ça doit être aussi une grande tolérance. Tout le monde peut devenir naturiste, à condition de leur faire comprendre qu'il n'y a plus le regard des autres, qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes. Suzanne Zeisser, je ne sais pas si je prononce bien, ancienne directrice d'école installée au Levant depuis 1977, disait « La nudité était évidemment pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. À 86 ans, elle conclut sereinement « Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. » Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec Absolument. Ce rapport à la nudité, au cheminement que la pratique naturiste demande ? Absolument. Absolument, c'est très très bien dit et ouais, c'est comme ça que... Ça résume bien l'esprit. Ouais, tout à fait. On n'impose à personne ici d'être nu. Non.
Bon, non. C'est en tout cas comme ça que personnellement je l'ai Vous ressenti. deviendrez naturiste, certainement. Mais on le sent. D'ailleurs, Sylvette, j'ai envie de dire, est-ce qu'on sent les personnes qui peuvent être naturistes ou pas? Mais tout un chacun peut devenir naturiste. Le tout, c'est de lui laisser le temps. Oui. Non, mais c'est très bien résumé dans cette phrase de Suzanne, en effet. Et Suzanne, elle était merveilleuse. C'est vrai. Un modèle. Ouais, un vrai modèle. Elle était conscrite, elle avait le même âge que maman. Et le métier qui se ressemble bien aussi. C'était très drôle, il y avait beaucoup de complicité. Et c'est une dame que j'ai accompagnée quasi jusqu'à son dernier jour, puisqu'elle a été hospitalisée ailleurs et j'allais lui tenir la main. Vous avez grandi ici, donc votre rapport au naturisme peut-être... Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez grandi sans que ce soit vraiment un sujet ou pas? Ou est-ce que vous avez quand même à certains moments donnés de vos vies, vous vous êtes dit non, mais là, il y a peut-être adolescente. Voilà, il y a juste le moment de l'adolescence où on a une petite crise. Quoi qu'on se baignait quand même très volontiers toute nue. Mais il fallait tout de suite qu'on se rhabille, qu'on mette notre paréo. Il ne fallait pas qu'on voie nos débuts de pilosité ou les petits bouts de sein qui apparaissaient. Là, c'était terrible. On se cachait, mais ça dure un été. Et puis après, voilà, après, hop. Et après, c'est bon. Après, ça devient un état naturel. Oui. Par contre, si pour nous, c'était naturel, ça ne venait pas naturel dès qu'on en parlait aux amis. Alors, oui, quand vous faisiez venir des gens, par exemple, des amis du continent qui n'avaient pas l'habitude de ça. Même s'ils ne venaient pas. Oui. Je veux dire, nous, quand on se retrouvait, dès lors que nos camarades de primaire, du collège encore plus, parce que là, on devenait plus grande, plus adolescente, dès qu'elles savaient que nous allions à l'île du Levant, donc ils avaient tous une idée. Quand on n'a pas vu quelque chose, donc c'est quelque chose de terrible. Quand on ne connaît pas, ça prend des proportions terribles. C'était un peu diabolisé, non? Et donc, c'est là que ça devenait quelque chose de... Voilà, c'est là qu'on ressentait. Parce que pour nous, c'était naturel. C'était quelque chose... oui, on était habitués depuis toute petite. On avait vu des gens se promener tout nus. Et bon, il n'y avait pas... Parce que vous cumuliez l'insularité et le naturisme, si je puis Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Ça faisait une chose de plus. Bien sûr, dans l'esprit de jeunes enfants. Donc c'est là qu'on comprenait que il y avait un questionnement là-dessus. Une curiosité. Oui. Mais sinon... À l'heure justement où la nudité est soit érotisée, soit provoque un malaise, voire le scandale, quand on camoufle maintenant les tétons sur Instagram par exemple, où on dit aux jeunes filles de ne pas montrer trop leur ventre à l'école, soit cette nudité, on l'invisibilise quand elle n'est pas celle d'un corps jeune et rentrant dans les normes. Quelle vision, vous avez déjà bien répondu à ma question, mais quelle vision de la nudité offre l'île du Levant ? Une énorme palette, je dirais tout. Tout. La nudité, c'est la nudité. Je veux dire, c'est le corps dans toute sa splendeur, sa laideur, sa beauté. Voilà. Mais chaque regard. Sans jugement, finalement. Non, sans jugement. On parle de malaise, de provocation, de normes. Non, bien sûr. Ça n'existe pas au Levant. Ça n'existe pas au Levant. Et c'est ça, on revient à cette liberté, parce que c'est intérieur, ça, c'est... Et c'est vrai que c'est une chance, c'est une chance inouïe. Et oui, ce que je voulais dire, ajouter à Michel, c'est que par exemple à l'école, nos petites amies, elles nous posaient la question, elles nous disaient « Mais alors tu as vu ton papa et ta maman tout nus ?» Et on leur disait « Oui ». Et puis on a vu aussi notre grand-mère et notre tati et nos cousins et nos cousines. Et c'était très... Pour elles, c'était des questionnements à l'infini. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Bon, on en a ramené quelques-unes. Mon amie d'enfance, là, que j'ai retrouvée la semaine dernière, elle dit, mais j'avais jamais vu mes sœurs, je n'ai jamais vu aujourd'hui, elle n'a pas encore vu ses sœurs toutes nues. Et elle est venue ici et ça a été la première chose que, voilà, je lui ai laissé le temps de se déshabiller, bien sûr, mais
elle a fait tomber ses vêtements au fur et à mesure, et puis après, elle revient sur l'île en toute liberté, en toute aisance, et sans plus de questionnement. Sophie Fontanelle, dans son livre Capitale de la douceur, sorti l'année dernière aux éditions Segers, raconte l'histoire de son séjour au Levant et comment sur cette île, dont 90% du territoire, on l'a dit, est une base militaire et 5% seulement domaine naturiste, elle va progressivement se mettre à nu, au sens propre comme au figuré, et ce faisant faire l'expérience d'une certaine forme de réconciliation avec son corps. Elle revient en douceur sur les violences qu'elle a subies, entre autres un viol à l'âge de 15-16 ans. Elle parle aussi de son père parti à la guerre alors qu'il était profondément non violent. C'est comme si la réponse face à la violence pouvait être tout simplement la douceur. Est-ce que le Levant, cette terre souvent décrite comme une terre de liberté et de tolérance, c'est des termes qu'on a beaucoup entendus depuis le début de l'interview, est selon vous un lieu où s'expriment plus facilement les vulnérabilités, un lieu possible de réparation, de réconciliation avec son corps? Tout dépend avec qui vous arrivez sur l'île et qui va vous accompagner. Moi, je pense que Sophie Fontanelle, elle a été invitée par quelqu'un qui est imprégné de cette tolérance, de cette d'humanité. Et donc, elle a pu faire cette démarche parce qu'elle a été très bien accompagnée. Et voilà, moi je me sens capable d'inviter aussi des personnes pour qu'elles puissent faire leur résilience de la même façon. Mais je soupçonne certaines personnes de ne pas pouvoir accompagner des nouveaux venus dans cette démarche. Qui pourraient peut-être vivre cette arrivée plus brutalement. Oui, très violemment. Très violemment, oui, je pense. Oui. Et, du contexte. Bien sûr, si on impose à quelqu'un, on lui dit tu ne peux pas te baigner. Voilà, c'est ça. Ça peut être vécu. Ça peut être très difficile. Et j'avais un ami voileux qui, justement, très naturiste, autour de 18 ans, là, quand celle qui est devenue ma cousine par alliance est arrivée sur l'île, il m'a dit, ici on se déshabille. Elle a mis 4 jours pour se déshabiller, parce que je lui ai dit, non, tu feras comme tu le sentiras, et quand ça te viendra. Elle était étudiante en médecine, il lui fallait quand même lui laisser le temps. Bien sûr. Et elle est arrivée. Mais pas sous la contrainte. Non, tu te déshabilles, non. Bien sûr, d'où la douceur. Alors justement, est-ce que la douceur caractérise selon vous l'île du Levant ou pas? Non. Non. Ah, Michel, dites-moi. Non. Non, c'est pas la douceur. Je dirais c'est le soleil. C'est encore la liberté et le soleil. Parce que on n'est pas sur les rives d'un canal. Ici, c'est une île. Oui. Une île, c'est agressé par les vents, il y a les rochers, tout ça. Et c'est vrai, Michel, elle dit très bien, parce que du domaine, enfin de l'île, le domaine naturiste n'a hérité que des rochers. Et il n'a plus de plage, enfin à part la petite des grottes. Et tout est difficile. La pente, le vent, on est face au vent tout le temps. C'est vraiment une île qui est dure. À côté de l'identité naturiste, la vocation militaire de l'île peut être vécue comme un paradoxe, car le Levant, on l'a dit, est aussi un site stratégique de la force de dissuasion militaire française. Ils sont réalisés des essais de missiles et autres torpilles pour le compte des armées de l'air, de terre et de mer. Comment vous vivez cette cohabitation avec l'armée ? Est-ce que vous entendez parfois les essais quand ils sont réalisés ? Oui, on les entend. Et alors, on en a bien profité l'année dernière pour la préparation du 15 août, anniversaire du débarquement, puisqu'il y a eu un duplex entre les Champs-Élysées et l'île du Levant pour présenter le travail de l'île du Levant. Et pendant une semaine, alors qu'on était au mois d'août, on avait les hélicoptères, les rafales, les trucs. Bon, quand vous êtes là au mois de janvier,
Ça va, ça passe de temps en temps, c'est jamais en continu, mais là, pour la répétition, ça a été très, Quand très on est sur fort. son rocher. Ah oui, là, mais j'ai halluciné. J'ai halluciné. Vous pouvez nous parler du statut un petit peu spécial de l'île, qui, à la différence de Porquerolles et de Porquerolles, n'est pas cœur de parc national, mais association syndicale libre, créée en 1932, on l'a dit, par les frères d'Urville, avec un syndic élu tous les 3 ans. Qu'est-ce que ça génère de différent, par exemple, par rapport à Porquerolles, que vous connaissez, qui est cœur de parc, ou Porquerolles également? Alors, il y a un engagement de la part des propriétaires pour quand même adhérer au grand site. Oui. Il y a le fait qu'on a échangé un petit bout de terrain militaire qui va jusqu'à la plage avec un autre morceau aussi qui risquait de regarder leurs entraînements. Et on en a fait un domaine, une réserve naturelle. Donc ça, je pense que par rapport au parc national, on est dans la même idée. Oui. Hein. Après, administrativement, c'est un imbroglio pas possible parce que vous êtes lotissement privé et municipal. Voilà. Mais on n'est pas géré par l'État, c'est vrai. Et puis, bon, après, on a le grillage qui nous empêche d'aller de l'autre côté. C'est une frustration, ça, ce grillage, ou pas? Ou non. Ça peut nous faire rêver. Hein. Ouais. Bon, j'ai des souvenirs de plage, parce que j'étais assez petite, mais j'ai imprimé le souvenir de la plage du Lisereau, par exemple. Ouais. Et bon, voilà, quelquefois, on aimerait marcher un peu plus loin que le grillage. Mais quand on a vu, c'est vrai que c'est fort. Du coup. Et puis, il y a eu une période où, grâce aux relations entre le pacha et l'adjoint, il y avait une ouverture. Vous pouviez aller chercher les champignons, chercher les asperges. Aujourd'hui, c'est même pas question de faire la demande. Et si vous voulez aller vous recueillir sur vos tombes, parce qu'il y a un cimetière encore, absolument. Et ce n'est que le 1er novembre. Et s'il faut poser la demande 2 mois avant. Et il n'y aura que les personnes qui ont un enterré et fait la demande qui pourront aller au cimetière. Hein. Pas d'étrangers. Vous avez des membres de votre famille? Non. Justement, notre grand-père, il n'a jamais voulu, il nous a bien stipulé, je ne veux pas aller au cimetière parce que vous ne viendrez pas me voir. Oui, mais oui, bien sûr. Oui, c'est quand même... c'est difficile, oui. Michel, oui. Oui, je voulais ajouter quand même que malgré cette, à la fois, c'est vrai que c'est un paradoxe, hein, c'est des militaires d'un côté, des gens nus de l'autre. Oui, il n'y a rien qui puisse s'opposer. Ça, c'est marrant. On revient toujours au soleil, la lune, hein. Peut-être qu'ils se complètent. Non, je voulais ajouter que quand même, le bon côté, c'est que la présence donc de ces bâtiments, de tout ce domaine militaire a empêché une surconstruction et voilà, que ça devienne comme la Côte d'Azur des fois de cette île, quoi. Voilà. Ça la préserve. Ça a certainement préservé aussi. Au Levant, il y a également un certain nombre quand même de problématiques qui sont propres à l'île, notamment liées à l'éducation, à la santé. Donc, l'école publique d'Héliopolis a été active de 1937 à 2007, c'est quand même encore assez récent. Aujourd'hui, comment font les enfants sur l'île? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a plus du coup? Est-ce qu'il y a un projet, j'ai entendu parler d'un projet d'école des îles, permettre aux enfants de Porquerolles et du Levant de rejoindre Porquerolles. Vous qui avez eu une maman institutrice, c'est peut-être un sujet qui... Bon, ça a été déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est irréalisable. En hiver, quand il y a la tempête, comment voulez-vous emmener des enfants à Porquerolles? C'est pas possible.
Alors bon, on peut toujours rêver, mais... Donc il n'y a non. plus d'enfants sur l'île? Les enfants sont scolarisés sur le continent, Oui. et les parents choisissent d'avoir un appartement à Hyères, au Lavandou, à la Londe. Et l'île se désertifie comme ça. Bon, elle est occupée par des personnes qui n'ont plus cette contrainte. Bien sûr. Mais les jeunes, ils s'en vont. Je dirais qu'on peut saisir par contre l'opportunité du CNED, comme font beaucoup de voileux. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens sur les voiliers avec leur famille, avec leurs enfants, et qui faisaient l'école à leurs enfants. Et maintenant, avec Internet, bon, que je critique souvent, mais qui là peut être justement une opportunité pour rassembler les enfants ici, pour leur faire l'école, etc. Parce qu'avec les outils d'Internet, on peut... Peut-être qu'il va y avoir une recrudescence de famille avec le télétravail plus. Peut-être ce serait merveilleux, c'est le point positif. Il faut toujours voir, comme je disais, pour les militaires qui sont là, oui, d'un autre côté, on n'a pas construit comme des fous, grâce à leur présence. Voilà. Il y a toujours un bon côté. Une contrepartie. Il n'y a pas de pharmacie ni de cabinet médical au Levant. Comment on se soigne quand on est malade ici? On fait quoi? On prend son mal en patience? Alors, l'hiver, le médecin de Porquerolles, il vous rend visite une fois par mois. Pendant un temps, ça a été comme ça. Les habitants à l'année, ils ont leur médecin traitant au Lavandou ou à Hyères. La pharmacie, si vous la commandez, elle vous les est livrée. Oui. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de quelques produits de base et de dépannage, il y a le bazar qui peut s'occuper de ça. Et cet été, on va se partager le médecin avec Porquerolles. D'accord. Et globalement, comme le disaient les frères d'Urville, il faut être en bonne santé. Oui, je pensais que vous alliez me dire, Michel, qu'on ne tombait pas malade au Levant. Non, on n'a pas. C'est pas possible. Voilà. Vous faites partie des rares insulaires à bien connaître au moins 2 des 3 îles hyéroises, Porquerolles et le Levant. Vous connaissez un peu Porquerolles? Oui. Oui, donc 3 sur 3. Quel regard les Levantins portent-ils sur Porquerolles? Mais c'est tellement différent. Mais c'est une très belle île. C'est une île très attachante où je me suis promenée dans tous les sens. Je l'ai quadrillée. C'est vrai que on a cette chance à Porquerolles. On peut y faire des kilomètres. Et ça, c'est un vrai espace de randonnée. Au Levant, on en fait quelques-unes, mais c'est incomparable. Oui, puis on a vite les jambes rompues, alors qu'à Porquerolles, il y a moyen de... Si vous deviez choisir un qualificatif pour chacune des 3 îles, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, lesquels vous choisiriez pour les qualifier chacune d'entre elles? Porquerolles, ce sera l'île mystérieuse. Ouais. Porquerolles, ce sera le village. Ouais. Le vrai village, voilà, mais entouré d'eau. Et le Levant, ce sera différent. Mais souvent, je pense à c'était Guy Laroche, je crois, qui a fait un parfum qui s'appelait Fidji. Et donc, c'est aussi un nom d'île. Bien sûr. Et il disait que chaque femme avait son parfum. Et chaque île a son parfum. Et vous, Michel, pour qualifier ces 3 îles? Alors, comme ça, sans réfléchir, le Levant, insouciance, liberté, voilà, soleil. Porquerolles, romantisme, tourment aussi. Et Porquerolles, reliance. Et puis je viens à vous, puisque c'est vous, Ingrid, qui reliez maintenant les îles, là. Oui, reliance plus, parce que c'est plus près. Il y a cette presqu'île qui va vers elle et tout. Voilà, c'est un peu comme la sœur aînée, c'est rigolo. Vous allez faire plaisir aux Porquerolles. Écoutez, c'est vrai, parce qu'en plus, c'est tellement beau, Porquerolles. Et moi, j'ai un merveilleux souvenir de Porquerolles. On était jeunes. Papa, avec son pointu, nous a menés à Porquerolles pour la journée en février. On a mangé les oursins.
Et je me disais, waouh, mais je savais pas qu'il y avait ça à côté de nous. Et c'est vrai que nous, l'été, une fois qu'on était là, on était coincés. On est coincés quand on est sur une île. C'est vrai. Pour peu qu'on y travaille. Donc nos parents y travaillaient. Donc on n'allait pas à Porquerolles l'été. Et comme vous ne veniez pas au Levant l'été, voilà. Et c'est fou, hein. Chacun reste Alors bon, sur son Porquerolles, île. c'était quand même assez proche. On voit toujours Porquerolles d'ici, nous. Hein, on est toujours présente. Même les navettes qui partaient du Lavandou, elles s'arrêtaient à Porquerolles pour venir ici après. Elles font souvent le triangle. Mais Porquerolles, c'est vrai, c'était comme la sœur aînée qui a grandi plus vite que nous, là, et qui était plus loin. Et là, je me disais toujours, il faudra que je revienne. Et puis, on n'y revenait pas forcément. Mais c'est vrai que Porquerolles, pour nous, c'est très, très, très beau. Ouais. Voilà. En 70 ans, comment vous avez vu le Levant évoluer ? C'est juste une liste d'absents. Mais sinon, l'île, elle reste intègre. Quasi. Bon, les maisons grandissent un petit peu. Sinon, l'île, elle n'a pas tellement changé. Tant qu'on n'a pas le port, de toute manière, ça ne peut pas changer. Et puis, bon, la pente qui vous accueille, c'est une barrière. C'est vrai. Il faut être prévenu quand même avant d'arriver ici. Michel ? Oui, de même, je trouve que l'île, d'ailleurs, elle a bien évolué, si on peut parler d'une évolution. En tout cas, le rocher, il est là, et ça n'a pas beaucoup changé. Quand on arrive, vraiment, on est ailleurs. Et c'est moins poussiéreux, j'ai trouvé qu'elle était mieux entretenue qu'avant. À la différence de nos corps qui ont vieilli. L'île, au contraire, elle a rajeuni. Quelque part, elle a rajeuni, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez du Levant de votre enfance ? Alors, vous avez évoqué les gens, Sylvette, bien sûr. Oui, bien sûr, à part les gens qu'on aimait et qui sont partis. Non, bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. J'adore. On a tellement été heureux enfants que, voilà, ça a développé tous nos bonheurs à venir. Ouais. On a acquis une force, une énergie qui fait que... Bon, et puis on a été aimés de nos parents. Ça nous porte. Bien sûr, mais ça se sent et ça s'entend. Quels sont, selon vous, les grands enjeux du Levant dans les années à venir ? Mais qu'elle soit préservée le mieux possible. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, que ceux qui vont aider à son administration aient une vision de garder l'esprit, garder cet esprit nature. Nature d'abord. Michel, pareil pour vous ? Ben oui, quelle est cette chance de rester une île, en fait. De rester une île. Voilà, surtout qu'ils ne mettent pas Bon, ce serait peut-être la dernière, le Levant, d'ailleurs, à faire ça, qu'ils ne nous mettent pas un pont. C'est ça, parce qu'après, on n'est plus intègre. Voilà. C'est parce que si on nous met un cordon ombilical... Hein, c'est fini. Alors qu'on passe notre vie à essayer de le couper, ce serait dommage. Non, c'est ça, l'enjeu, c'est qu'elle reste une île, oui, c'est ça. Bon, après, je ne connais pas, moi, les tenants, les aboutissants politiques, etc. Qu'elle reste une île. Du coup, j'ai envie de vous demander votre vision de l'insularité. C'est quoi votre vision de l'insularité ? Liberté. Sylvette ? C'est pareil, c'est la liberté. Certains arrivent sur l'île en se sentant prisonniers. Et ici, je suis libre. Ouais. Il suffit de poser son regard sur l'infini et toutes les rêveries sont possibles et tout devient possible. Il me reste 2 questions, mais je vais devoir la poser doublement. En général, je m'attache à une seule île, mais voilà. Quelle est votre définition du Levantin et quelle est votre définition du Porquerolles ? Vous pouvez commencer par celui que vous voulez. C'est encore, comme dit Michel, le soleil et la lune. Le Levantin, il va être exubérant. Vous le regardez quand le bateau passe de Porquerolles au continent, en passant par le Levant, il va voir les Levantins agiter des paréos, oser se déshabiller, etc. Bon, à Porquerolles, on ne fera jamais ça. Donc, on va dire que le Levantin est solaire et que le Porquerollesien reste dans sa réserve. Le mystère. Dans son mystère. En plus,
que ce soit sur Porquerolles ou sur le Levant, de toute façon, il n'y a pas un Levantin typique, ni un Porquerollien typique, parce que vous l'avez vu en interrogeant, et ni un Porquerolais typique, parce que les personnes, chacun sont des îles. Voilà, nous sommes tous des îles. Donc il n'y a pas de définition, il y a des individus, il y a des, voilà, et des atomes crochus, ou pas. Ma toute dernière question, quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? C'est celle que vous avez par la fenêtre ici. Ah, mais oui. Il faut dire aux auditeurs qu'il y a un panorama de cette maison qui est fabuleux. Voilà. Vue sur Porquerolles. Et quand je rêve la nuit, si je rêve des choses très très fortes, c'est cette image qui dans ce décor que ça se passe. Ouais. Michel ? Curieusement, et nous sommes vraiment des sœurs pour ça, c'est exactement cette image. C'est voir Porquerolles. On est au Levant, mais on voit Porquerolles. Ouais. On voit le fort de Portmans. Et donc, on est sur une île et il y a une autre île. Voilà. Et là, c'est les deux facettes. C'est vos deux facettes qu'on retrouve. Voilà. Et curieusement, c'est exactement la même image. Porquerolles vue de l'île du Levant. Voilà. On va rester sur cette belle image. Merci infiniment à toutes les deux. Merci pour ce témoignage. Merci à vous, très Ingrid, parce que vraiment, c'est un privilège de nous avoir interrogés comme ça sur les souvenirs. Merci beaucoup. Merci Sylvette. Merci vraiment beaucoup. Merci à Sylvette et Michel pour cette immersion en douceur sur l'île du Levant et pour leur générosité. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt.